les personnages de chacun, genre leur personnalité, comment est-ce qu'ils se comportent. Parce qu'après, tu peux aller dans l'impro, mais si tu sais pas vraiment qui t'es, ce que tu dois faire, c'est. Je te rappelle de Berthe. Berthe, la meuf avec les cheveux longs, teinture noire, enfin long, genre ça lui révèle à peu près là, teinture noire, qui mettait souvent des boucles d'oreilles que à l'oreille gauche. Bref, c'était une meuf qui avait disparu. Et les mois avaient passé sur cette disparition. En vrai, je n'avais pas trop entendu parler, je la connaissais pas trop, mais j'entendais des petites rumeurs comme quoi c'était lui, peut-être qu'il y avait eu un enjeu là-dedans. Et je trouve que Berthe, je la connaissais moyennement, mais comme je t'ai dit, elle mettait souvent beaucoup de boucles d'oreilles. Elle en avait genre 4-5, souvent là sur le lobe, et toujours une petite ici. Et je me rappelle que la petite ici, elle était assez importante parce que une fois je l'avais croisée, et elle l'avait fait tomber devant moi. Elle l'avait pas vu, du coup je l'avais ramassée, je lui avais rendu. Et j'avais vu la boucle d'oreille, elle était assez belle. Et en fait c'était un petit anneau avec l'œil de... L'œil, comment il s'appelle? L'œil égyptien dessus, l'œil d'Horus. Et bref, un jour je vais chez lui, chercher une caméra, et il m'ouvre un tiroir. Et pareil, ambiance un peu pesante, on sait pas trop ce qu'il voulait montrer. Il ouvre un tiroir et tout, il le referme direct. Il dit non, c'est pas ça. Et j'entends, il y a un espèce de petit cling-cling bizarre dans le tiroir. Il me dit ouais, il cache des petits sous-sous. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les jours passent, et vient un moment où il n'est pas dans son bureau. Et j'y vais, et je vais voir dans le petit tiroir, il y avait la boucle d'oreille avec l'œil d'Horus. J'en ai jamais rien su, j'ai pas touché à ça, j'ai laissé couler, mais je pense qu'il faut faire attention à ce mec. J'ai cru comprendre que tout le monde ici l'avait croisé. Et vous voyez ces moments où tu te retrouves seul à seul avec lui. Je sais pas trop pourquoi, et c'est une surprise à 14 h. Et il suffit de dire le nom d'une marque de bière pour qu'il enclenche un récit qui bifurque tout ton savoir historique. Et avec mes observations et mes recherches, je pense que son accent c'est du cosplay. Il est né à Philadelphia et il a eu comme projet d'école de créer la Seconde Guerre mondiale au profit capitaliste de l'Occident. Tout vient de lui. Amené à créer une sorte d'alliance manigancée. Et aujourd'hui, il travaille aussi dans le bureau qui choisit les modes. La mode de demain, elle vient de lui. Et la mode d'hier, c'était lui aussi. Jusqu'à ce qu'il y ait une esthétique qui prenne trop le dessus. Et alors, il a son impact au sein de la foule pour faire régresser une esthétique qui amènerait à pousser une nouvelle déjà préméditée. Je sais pas où il habite. Mais il a vécu à Philadelphia. Il est dans le livre des photos de classe de Travis Scott. Je suis sûr que ce mec, il a créé le Kosovo. Parce que, avant la chute du mur, il m'a raconté qu'il avait une espèce de laboratoire à Berlin-Est. Donc, déjà, je me suis dit, mais attends,
il vient pas de là. C'est difficile d'y avoir accès quand même. Toujours cette espèce de truc louche, mais une sorte de faux regard complaisant quand il te regarde. C'est quelque chose de malsain qui dégage de lui. En tout cas, il y a une émanation un peu surnaturelle, comme si ces années dans le laboratoire l'avaient transformé de fond en comble. Donc j'ai voulu chercher. J'ai continué, tu vois. J'ai commencé à faire mes recherches et tout. Et là où je l'avais suivi, c'était pas son appartement. Donc j'ai pris un double des clés. Je suis descendu et je suis tombé sur un espèce de laboratoire avec une map de l'ex-Yougoslavie. Là, je me suis dit, bah ouais, ça concordait. Du coup, on était posé, en train de peindre un petit peu et tout. Et enfin, comme d'habitude, quoi. Enfin bref, il est venu avec un sac en carton blanc, enfin comme les sacs de magasin un petit peu. Et on était en train de peindre et tout, quoi. Et donc j'étais en train de faire le mouvement de peinture de pinceau. Et en fait, du coup, il vient avec son sac en carton blanc. Et du coup, on ouvre le sac de carton blanc. Et dans ce sac de carton blanc, un peu de magasin, enfin, genre un sac avec des formes carrées que tu peux plier et tout, et limite réutiliser pour chez toi, quoi. Enfin, il a ce sac en carton blanc et il nous tend ce sac en carton blanc et on ouvre le sac en carton blanc. Et dedans, en fait, il y a des chocolats, mais des chocolats à des saveurs vraiment exotiques, alors que enfin, j'avais pas décelé, en tout cas pas avec son sac de carton blanc. Enfin bon, on était en train de peindre et donc il vient avec son sac de carton blanc et il ouvre le sac et dedans il y avait des chocolats. Et par exemple, il y en avait un, ça m'a marqué, en fait, c'est quelque chose un peu mon empire romain à moi. C'était un peu mon empire romain à moi, dans le sens où c'était un sac de carton blanc avec des chocolats. C'était un peu mon empire romain à moi, c'est-à-dire que dans ce sac de carton blanc qu'il a ouvert, il y avait des chocolats et il y en avait un à la cerise. Donc j'étais vachement étonné, quoi, du chocolat à la cerise. Donc c'est là où je pense que j'ai commencé à cerner une part de mystère dans son personnage. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il est polonais, parce que j'avais vu de la contenance de sacs de carton blanc, j'avais vu que ça dans des épiceries de pays de l'Est. Donc j'ai goûté le chocolat à la cerise. Et c'était pas une expérience de... Je me souviens plus vraiment du goût. Enfin, ça devait sûrement être du chocolat à la cerise. Et donc là, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, ce personnage est un peu mystique et mystérieux, avec ses cheveux en pointe un peu ébouriffés et son corps svelte. Ouais, c'est un personnage assez fin quand même, assez longiligne. C'est un homme très longiligne. Et pareil que mon acolyte Tonio, un jour je l'ai suivi à la sortie de l'école. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Parce que effectivement il m'intriguait énormément. Je me disais mais quelle longilignitude.
Quoi faire? Quel type d'appartement est là, tu vois. Voilà. Comment Deux est-ce pièces. qu'on habite dans un T4 quand on est longiligne comme ça? Est-ce qu'il se plie pour rentrer dans toutes ces pièces? Donc je le suis. Et là, en fait, il va vers les nefs. Vous voyez, avec des grands poteaux, des grandes poutres. Poteau. Je le suis et tout. Et là, il s'assoit sur un banc. Il bouge pas trop et tout. Et là, du coup, je me cache. Ça dure 2-3 heures. Et là, il est 23h45 à peu près. Il est toujours sur son banc. Et là, il se lève. Là, je me dis, oh, l'action est en marche. Il s'approche d'une poutre. Il se met un peu, il se colle à la poutre. Et là, il commence à devenir tout gris, comme la poutre. Il se fond dans la poutre. Et là, je me dis, quoi? Donc, j'accours vers la poutre. Je la touche et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Et c'était juste une poutre. C'est devenu une poutre. Il dort dans une poutre. Mais jusqu'à quand? Il devient une poutre. Jusqu'à quand c'était une poutre? Après, je suis rentré chez moi. Tu l'as plus revu depuis? Si. Et des fois, je retourne un peu. T'as revu la poutre? J'ai revu la poutre, elle est là la journée, la nuit aussi. C'est une finalité. C'est une constante poutre. C'est une constante poutre et lui devient une couche de poutre. C'est vrai, c'est la constante de poutre. Je vous assure que c'est vraiment un phénomène presque mathématique où c'est une constante poutre, donc c'est à dire que jour et nuit elle est là. Et lui, la nuit, il vient et il devient un morceau de poutre. Une poutrelle. C'est une poutrelle mais pas constante. Et Une poutre constante. Il a fini sa croissance? Quoi? Il a fini sa croissance? De poutre? Bah, c'est la question que je me pose. Est-ce que la longueur de poutre augmente? La poutre en elle-même, non, elle est vraiment constante dans le sens où Elle est constante. C'est la même poutre, tu reviens dans 5 ans, c'est la même poutre. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé la constante de poutre. Il faut On a trouver la pas trouvé constante de la poutre. Pour Pour comprendre mesurer. comment il devient une poutre inconstante dans une poutre constante. Ok, Et c'est la nuit uniquement. Trouvons la constante de poutre. Constantons-nous de la poutre. Oui. Enfin, pour moi. Il y a beaucoup de vacarme dans cette histoire, beaucoup de bruit de couloir, beaucoup d'étages, je dirais. C'est comme un plat en 15 étapes. Au début, tu as ta recette, tu as tes ingrédients, mais ça met 4 heures. C'est un peu trop complexe pour une seule personne. Donc j'ai dû faire appel à des collègues. Les collègues m'ont ramené des informations capitales pour élucider ce mystère. Parce que si je reprends ma première théorie, je parle de la création du Kosovo entre autres, mais voilà. Ce qui en a découlé dans les années 80 et 90 par rapport à l'Europe de l'Est de manière générale, il faut se dire que c'est quand même un personnage capital. C'est quelqu'un qui a trempé dans un paquet d'affaires. C'est pas n'importe qui qu'on a en face de nous. Et pourtant, cette personne, je la côtoie. Elle me demande des choses. Et c'est comme si elle avait besoin de moi. Donc, après avoir passé une après-midi avec ce groupe, je crois que on a la première des 4 étapes pour trouver cette genèse. Quand il arrive avec son sac en carton blanc et qu'il montre le chocolat, la cerise, enfin j'étais tellement étonné que
final n'avait pas un goût si spécial. Et bon bah, par curiosité de peintre finalement, j'ai goûté ce chocolat à la cerise et j'ai enlevé le petit papier, le petit follicule en alu de couleur avec une cerise dessus parce que c'était du chocolat à la cerise. Enfin voilà quoi. Donc à partir de ce moment-là, le mystère il s'est tellement aiguisé autour de lui, justement pour la présence du chocolat à la cerise dans le sac en carton blanc. Bref, je vais raccourcir un peu ce récit et en venir au point où moi aussi je l'ai suivi chez lui. Mais cette fois-ci c'était accord parcimonique harmonieux, disons, en bref. Et donc quand je suis allé avec cette dame et la nappe de fleurs aux chandelles et toutes ces choses sur l'aspect romantique des relations et je sentais qu'il avait une sensibilité qui allait bien au-delà de ce que son image pouvait prétendre ou faire paraître. Enfin bref. C'est une fois chez lui que j'ai senti le mystère. Concrètement quoi. Bon. Tu m'as demandé de te parler un peu de ce mec. Faut savoir, je crois qu'on te l'a raconté, quand il a eu une influence sur le Kosovo. Faut savoir qu'il y a habité pendant 2 ans après. Parce que on raconte beaucoup d'histoires un peu bresson sur lui, mais faut savoir que c'est aussi un mec qui a eu une créativité qui a impacté celle du monde. Donc, quand il habitait au Kosovo, il était dans des beaux immeubles avec des belles fenêtres et il y avait 2 immeubles parallèles et en fait il y avait sa fenêtre qui était genre un peu comme ça et la fenêtre de sa voisine qui était à peu près au même étage et il voyait pas vraiment l'appartement des autres, de l'un de l'autre, mais ça se captait et en fait suivant la position du soleil au Kosovo, il y a un grand soleil. Suivant la position du soleil, la lumière qui tapait projetait l'ombre de sa voisine. Sa voisine, elle était danseuse. Il faut savoir qu'il est tombé amoureux de sa voisine. Mais timide. En vrai, dans le fond, c'était un bouc timide, tu vois. Donc il tombe amoureux de cette voisine qui danse et surtout de son ombre avec le soleil qui est projeté. Et là, frère, il commence à gratter un truc. Il écrit un truc. Peut-être pour sa voisine, on sait pas. Il fait un manuscrit de 600 pages. 600 pages. Un big truc comme ça, en A4. Il envoie tout à une maison d'édition. Il se dit au pire, je ne pourrais pas aimer ma voisine, mais au moins je serais vrai, j'aurais écrit un vrai truc, ça va être publié et tout. Il envoie à la maison d'édition, elle lui répond jamais, elle lui répond pas. Il se dit vas-y, c'est pas grave. 2 ans plus tard, il est plus au Kosovo, c'est fini avec sa voisine. Il va il va dans une librairie et il trouve un petit bouquin qui s'appelle Roméo et Juliette d'un mec genre Shakespeare, William Shakespeare. Il se dit ok, ça a l'air bien, je prends. Il lit le bouquin, exactement tout ce qu'il avait écrit. Le truc avec les voisines, le mec qui s'appelle Roméo qui roucoule à la voisine de Juliette. Il pète un câble, il pète son crâne. Il dit putain, ils m'ont jamais répondu. Tout ça pour filer à William
qu'il réécrive avec Roméo et Juliette, il pète son crâne. Et voilà. Ça s'est arrêté là en vrai. Après il a mis le livre dans une petite boîte à livres. Vers Tardieu. Vous vous rendez compte ?